Alors on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais concrètement, dans nos cabinets, ça donne quoi? Est-ce qu'une IA pourrait par exemple rédiger un programme de réduc pour nos patients? Eh bien, un confrère a fait le test. Il a pris des cas cliniques bien de chez nous, bien courants, et il les a balancés à GPT Chat pour voir ce que ça valait. On va décortiquer ensemble ce qu'il a trouvé, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Du coup, ça nous amène à la question, celle qu'on se pose tous un peu en ce moment. Est-ce qu'une machine peut vraiment, mais vraiment, prendre en charge la complexité d'un patient? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir maintenant. Voilà comment on va procéder. D'abord, on regarde la méthode, comment le test a été fait. Ensuite, on plonge dans 2 cas cliniques que vous connaissez par cœur, le dos puis le genou. Après ça, on prendra un peu de hauteur pour parler de la grosse limite de l'IA, le fameux biopsychosocial. Et on terminera en se demandant si oui ou non notre métier est menacé. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur. On va voir comment ce petit essai clinique a été mis en place, comment on a confronté l'IA à notre réalité du terrain. Le principe, en fait, il est tout simple. Le confrère a pris des motifs de consultation ultra classiques, genre la lombalgie, la douleur au genou, bref, notre quotidien. Et l'idée, c'était de voir si les réponses de l'IA, ses conseils, ses exos, si ça collait avec les données actuelles de la science et une pratique de la kiné qui tient la route aujourd'hui. Bon, premier cas d'étude. Et on commence évidemment par le grand classique, le best-seller de nos cabinets, la douleur lombaire. Franchement, c'est déjà un sacré défi, même pour une IA. Alors, le prompt est super simple. J'ai mal au dos, quels exercices je peux faire? Et là, première surprise, la réponse de ChatGPT est tout de suite dans une approche active. Pas de reposez-vous, non, direct. Étirement, renfort abdos, renfort des extenseurs et de la marche. Honnêtement, comme point de départ, c'est plutôt pas mal du tout. Franchement, il faut le reconnaître, l'IA a les bons réflexes, de base. Elle est tout de suite dans l'approche moderne qu'on défend tous. Le mouvement, c'est la clé. On est à des années-lumière des vieux conseils du style « surtout ne bougez pas ». Et le petit truc en plus, c'est qu'elle se protège en disant « allez voir un pro de santé ». C'est malin et c'est tout à fait pertinent. On ne peut pas lui enlever ça. Bon, ça, c'était pour le lumbago de base. Maintenant, on va corser un peu l'affaire. On lui ajoute un symptôme neuro, un truc bien spécifique, pour voir si elle est capable de faire le lien et d'adapter ses exercices. On lui balance la fameuse douleur qui descend dans la jambe. Bref, bienvenue au test de la sciatique. Et là, attention, deuxième surprise, et elle est de taille, c'est même assez bluffant. On lui dit sciatique, et bim, elle nous sort un exercice de glissement neural. Alors ok, c'est peut-être pas l'exo qu'on aurait choisi en premier, mais quand même, elle a compris le concept, elle a capté qu'il fallait un travail neurodynamique spécifique. Pour ça, chapeau bas. Mais évidemment, c'est là que les choses se gâtent. Premier gros problème, la posologie. 2 à 3 fois par semaine pour une vraie sciatique, on sait tous que c'est bien trop léger pour avoir un effet. Et ensuite, il y a un point encore plus critique, c'est sa compréhension de la douleur. Elle reste sur une idée très simpliste du « si ça fait mal, on arrête ». Suggérer d'éviter toute douleur, c'est à l'opposé de toute l'éducation qu'on fait aujourd'hui sur le fait de la moduler, de travailler avec. Là, on voit la première grosse limite. Allez, on laisse le 2 de côté et on passe à notre deuxième cas clinique, la douleur de genou. Et pour être plus précis, on va la tester sur une tendinopathie. Là, c'est un sujet qui demande une gestion fine de la mise en charge, de la progressivité. Voyons voir comment elle s'en sort. On repart avec un prompt très général, j'ai mal au genou, je fais quoi? L'IA nous sort un programme assez bateau, étirement des jambes, renfort type squat, fente, marche, et puis au milieu de tout ça, un truc qui sort de nulle part, le renforcement abdominal. Et là, je vous cite la réaction du confrère qui a fait le test. C'est un peu brut, mais ça résume bien le sentiment. Renforcer les abdos pour une douleur au genou? What the fuck? Et la raison. Parce que cette suggestion, elle est basée sur des explications complètement bancales qui révèlent une déconnexion totale avec un raisonnement clinique logique. C'est à ce moment-là qu'on se dit « Ok, là, l'IA est perdue ». Bon, ok, on l'aide un peu. On lui précise le diagnostic, tendinopathie. Là, elle structure un peu mieux sa réponse. Étape 1, elle identifie bien le surménage comme une cause possible. Étape 2, elle prescrit du renfort, des squats, du leg extension, pourquoi pas. Étape 3, elle donne une durée de programme de 8 à 12 semaines, ce qui est réaliste. Mais, étape 4, le volume. 2 ou 3 séries de 5 à 10 répétitions, on le sait tous, pour stimuler une adaptation tendineuse, c'est juste insuffisant.
Mais encore une fois, soyons justes, tout n'est pas à jeter. Elle donne d'excellents conseils, comme celui d'éviter le repos complet. Et surtout, elle identifie un vrai drapeau rouge, un critère de sécurité essentiel, le gonflement qui augmente avec l'exercice. Ça, c'est une consigne super importante. Et elle répète que les conseils doivent être individualisés. C'est un bon réflexe. Par contre, les points faibles sont rédhibitoires. L'IA, elle passe complètement à côté de ce qui fait l'efficacité de la prise en charge moderne des tendinopathies, la typologie des exercices. L'isométrique, le lourd lent, la pliométrie, tout ça, elle ne connaît pas. Elle reste bloquée sur un renforcement générique. Et le pire, c'est que les explications qu'elle donne sont souvent foireuses et risquent de créer des croyances totalement fausses et limitantes chez le patient. Et ça, c'est dangereux. Bon, ces deux cas pratiques, le dos et le genou, nous montrent quelque chose de plus profond. Au-delà des petites erreurs techniques sur la posologie ou le choix d'exo, on touche à une limite qui est bien plus fondamentale, une vraie lacune dans le logiciel de l'IA. Et ce qui manque, eh bien, c'est notre boussole à tous, la base de notre pratique moderne, le fameux modèle biopsychosocial. Ce cadre qui nous guide au quotidien et qui nous rappelle qu'un patient, ce n'est pas juste un genou qui fait mal ou un dos qui coince. Ce tableau y résume parfaitement le problème. La partie bio, c'est-à-dire l'anatomie, les exercices, ça, l'IA gère à peu près. Mais les deux autres piliers, le psycho et le social, c'est le néant. Elle est complètement aveugle aux croyances du patient, à sa peur de se blesser, à son contexte de vie, son travail, son stress. Bref, tout ce qui fait un être humain dans sa globalité, ça lui échappe totalement. La conclusion, elle est donc là et elle est sans appel. ChatGPT peut peut-être générer une liste d'exercices, mais il ne peut pas prendre en charge une personne. Il ne comprend rien au vécu du patient, à sa dimension émotionnelle, à ses objectifs de vie, tout ce qui est en fait au cœur de notre métier. Et donc, on en arrive à la question finale. La question à 1 million, celle qu'on entend partout depuis que ces IA sont apparues. Et la réponse, au vu de ce test en tout cas, c'est un grand non. Un non clair et net, du moins pas dans l'état actuel des choses. Pourquoi non ? Tout simplement parce que notre vraie valeur ajoutée, notre expertise, elle n'est pas de distribuer des fiches d'exercice. Notre métier, c'est l'évaluation clinique, c'est le bilan, c'est le raisonnement qui nous permet d'adapter et de faire progresser un programme. Et surtout, c'est la prise en charge de l'humain dans sa globalité biopsychosociale. Et tout ça, eh bien l'IA, pour l'instant, elle n'y comprend rien. En fait, cette expérience, elle doit nous amener à changer notre façon de voir les choses. La vraie question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on va être remplacé. La peur, ça ne sert à rien. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut se servir de cet outil pour, peut-être, devenir de meilleurs kinés ? Comment l'intégrer intelligemment dans notre pratique ? Le débat est ouvert et il ne fait que commencer.